Salut les amis. Alors souvenez-vous, en septembre dernier, je participais au sommet d'Asie centrale tenu par Bilal Erdogan et le président de l'UNESCO sur l'ethnosport. Et c'est un sommet durant lequel nous avons dressé des grandes lignes pour tenter de trouver des solutions et préserver l'identité culturelle, martiale, historique de nos disciplines, à la fois des arts martiaux et des disciplines sportives dans leur évolution médiatique et financière. Aujourd'hui, je tenais à revenir un petit peu sur ce sujet quand même. Le reportage, vous pouvez le trouver ici, il a été diffusé mi-octobre sur la chaîne. Je vous conseille vivement de le regarder puisqu'il est quand même très intéressant. L'environnement est quand même très intéressant. Et aujourd'hui, quelles actions concrètes vous pouvez faire de votre côté, que vous soyez dans une grande structure avec un poste déjà officiel et important, ou que vous soyez pratiquant dans un petit dojo hors fédération, quelles sont les actions que vous pouvez faire de votre côté pour préserver ces traditions et pour ouvrir du bon côté de la force. On voit ça ensemble. C'est parti. Alors pour établir la bonne remédiation, il est déjà très important de comprendre le problème, le mal, et celui-ci se définit, on va dire, en trois grands virus qui viennent petit à petit grignoter l'identité culturelle, martiale, historique, traditionnelle de nos disciplines. La première chose, c'est l'uniformisation. On en avait déjà parlé un tout petit peu dans cette fameuse vidéo de l'ethnosport que je vous remets donc ici. Cette remédiation, elle va être efficace à partir du moment où on va tenter de préserver au sein de nos fédérations, de nos structures, l'identité culturelle la plus intéressante. Et là, ça va surtout être intéressant pour les disciplines associées, celles qui ont encore une identité qui est très forte, mais qui est absorbée par une organisation structurelle, parfois législative et parfois simplement organisationnelle, fédérale. Donc, la fédération, son principe, c'est d'arriver à uniformiser pour offrir l'accès à l'apprentissage au plus grand nombre. Et par le biais de cela, avoir une meilleure couverture médiatique, donc financière, pour pouvoir avoir plus d'adhérents. Imaginez tout simplement, comme à l'époque d'Okinawa, 10 petites écoles qui ont des identités très fortes parce que chaque maître a sa façon de procéder et de voir les choses. Eh bien, si ces 10 petites écoles sont au sein d'une structure qui va les gérer, par exemple en termes financiers, en termes d'organisation d'événements, et cette organisation va peut-être fédérer ces 10 petites écoles, donc va devenir une fédération. Le principe de la fédération, c'est d'uniformiser en associant les points communs de toutes ces écoles, en fait de chacune de ces 10 petites ryu, pour justement en définir des règles communes, afin de faciliter l'arbitrage, afin de faciliter les passages de grade, les compétitions et petit à petit même les diplômes d'enseignement. Donc, par couvert, on va dire, de simplifier les choses et d'uniformiser, petit à petit, on va avoir des règles communes à ces 10 écoles, et ces règles communes sont évidemment de nouvelles règles qui vont être un mélange de toutes ces traditions, mais qui finalement ne représenteront aucune véritablement école, parce qu'il faut plaire à tout le monde. Donc on ne peut pas faire passer une école par-dessus une autre. C'est ce qui arrive quand le karaté, petit à petit, a quitté Okinawa, ce qu'a fait Maître Funakoshi, tout simplement, c'est uniformiser certains styles pour en définir son style qui est devenu par la suite le Shotokan. Et quand son style, à lui, a quitté les frontières du Japon, les maîtres eux-mêmes y ont rajouté des choses, y ont modifié des choses et en ont fait leur style. On a le Kaseha, on a les voies de Maître Kanazawa, les Maître Oshima, on en a partout dans le monde. Et ces voies-là, elles-mêmes, sont aussi sujets à changer au fil du temps et à se réuniformiser de différentes façons. Donc, on a une perte des origines qui est liée à cette forme d'uniformisation. Le deuxième mal et le deuxième problème, le deuxième virus, c'est justement le problème qui est lié autant au professeur qu'à justement l'élève, c'est la régularité et la volonté d'approfondir ses connaissances. À partir du moment où on cesse de chercher, de remonter aux origines, d'essayer de comprendre ce qu'on fait, à partir du moment où on cesse de pratiquer correctement, eh bien forcément il va y avoir un gap et on va avoir certaines lacunes. Et automatiquement, c'est un peu, j'ai envie de dire, comme un pilote qui arrêterait de s'entraîner sur circuit et qui commence à théoriser peut-être un peu trop, ou l'inverse, qui arrête d'apprendre la technique et qui préfère juste le plaisir de conduire. Si on n'a pas un mélange subtil de l'un et de l'autre, avec une réelle, on va dire, performance d'entraînement, et bien très vite, cette personne-là va cesser d'être compétent face à ses concurrents.
Donc là, en l'occurrence, la concurrence, c'est simplement la perte petit à petit de ces traditions-là. Et le troisième mal, et pour le coup, là aussi ça va vous concerner, c'est le fait que bien souvent, les enseignants n'enseignent pas le spectre complet de la discipline parce qu'ils ont eux aussi leurs préférences. Certains vont préférer les traditions, d'autres vont préférer l'aspect, enfin par le biais de tradition, on va plutôt dire la tradition solo, le kata, la compréhension. Et d'autres vont au contraire travailler beaucoup plus par deux, par le biais peut-être du travail par deux, des applications ou par le biais du Goshinjutsu, de la self-défense, ou peut-être même simplement par le biais fédéral de la compétition. Donc on va souvent avoir un apprentissage qui est tronqué, autant dans sa délivrance par le professeur, mais aussi dans sa recherche par l'élève. Il y a des élèves qui viennent avec l'envie de pratiquer qu'une certaine partie de la discipline, parce qu'ils sont, eux, plus en correspondance avec le travail solo ou le travail par deux. Donc, automatiquement, plus on va délivrer une partie unique de la discipline, et plus l'élève va lui prendre une partie unique de ce qu'on lui donne, moins il aura la compétence de connaître sa discipline. Et donc forcément, lorsque l'élève va devenir enseignant, lui aussi n'enseignera que la partie qu'il maîtrise, qu'il connaît. Et on l'a vu ça un petit peu dans le syndrome de l'imposteur, dans cette importance de pratiquer l'intégralité de sa discipline. Eh bien lui n'enseignera qu'une petite partie à un élève qui n'en prendra lui aussi qu'une petite partie de toute façon. Et il faut savoir aussi que ça, c'est dans le meilleur des cas, si tout le monde comprend très bien. Si le professeur bosse un petit peu ses plans de cours, qu'il va donner, qui continue à s'enrichir, et que l'élève comprend 100% de ce que lui dit le professeur. Et on sait bien que ce n'est pas le cas. Donc, l'élève, de manière générale, ne comprend pas 100%, et quand bien même il comprendrait, il va oublier. Et c'est aussi le problème du professeur, qui peut avoir de très grandes compétences, mais au bout de 10 ans ou 20 ans, il finit par en oublier certaines. Pourquoi ? Parce qu'il ne les a pas notées, parce qu'il a cessé de s'enrichir, de lire ou de pratiquer. Donc oublier, c'est aussi un problème. Et pour contrer l'oubli, faut réviser. Comme les katas. Un 5e dan qui connaît plus ses katas parce qu'il les a oubliés, c'est problématique. Et quel intérêt d'avoir passé des mois à apprendre des techniques si c'est pour les oublier derrière. Autant ne pas les apprendre, de toute façon, si elles sortent du cerveau. Donc, à partir du moment où vous apprenez des katas, révisez-les. Ça devient une obligation. En tant qu'enseignant, en tout cas, pour pouvoir les transmettre correctement, et encore plus quand vous avez un poste fédéral, surtout si vous êtes à la commission des grades et que vous faites des stages de préparation au grade dans lesquels vous avez des élèves qui vont vous poser des questions sur les katas. Vous devez automatiquement pouvoir y répondre. Donc vous voyez, cette déformation, elle est certes, on va dire, problématique dans l'évolution intrinsèque des disciplines, puisqu'il y a cette uniformisation de toutes les voies et de toutes les écoles. C'est ce qui se passe petit à petit en karaté, parce que là, on a et aussi du wado, et on a du shito, et on a du goju, et on a du shoto, enfin on a beaucoup de choses. Et qu'est-ce qui s'est passé au Japon il y a une trentaine d'années ? Il y a un gars qui a eu l'idée de faire shitei. Voilà, on va faire une forme shitei pour les compétitions, où on va prendre 3 katas à droite, à gauche, et on va dire qu'ils vont être pratiqués que et uniquement que de cette façon-là. On va uniformiser, on va tout lisser. Qu'est-ce qui se passe ? Non pas en shitei, mais de l'autre côté en setei avec les arts bushi et notamment le iaido, c'est qu'on prend des petites écoles, tac, 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 et on va uniformiser les styles pour essayer de trouver on va dire des points communs et une discipline commune en disant que voilà, désormais on va pratiquer comme ça, de cette façon-là, avec cette intention-là, et c'est là-dessus que vous allez être jugé. Donc vous avez 2 solutions, soit vous restez dans votre petite école et vous vous fermez un petit peu au monde pour essayer de préserver ces traditions, parce que plus il va y avoir d'expansion, plus vous allez enseigner, vous risquez, vous, d'enseigner qu'une partie de votre discipline, qui va être compris non pas dans son intégralité par quelqu'un qui, lui, va enseigner aussi qu'une partie de la discipline, et petit à petit, vous voyez, au bout de quelques générations, on perd en acuité, on perd en compétences, et avec ce système organisationnel de lissage, petit à petit, l'âme de chacune de ces disciplines va être complètement lissée pour ressembler un petit peu à toutes les autres écoles. Donc ça, c'est vraiment comprendre le mal à la racine pour voir un petit peu quelles actions vous pouvez avoir au sein de votre club. Donc les actions, pour vous, elles sont simples, que vous soyez enseignant ou pratiquant. La première chose, c'est que vous devez étudier l'intégralité de votre discipline. C'est pas juste un choix. C'est pas comme si vous disiez, tiens, moi je veux me lancer dans les maths et puis plus tard être prof de maths. Par contre, moi je ferai que de la géométrie. Je fais pas le reste. On va dire, ouais, il va quand même te manquer beaucoup de choses. À ce rythme-là, si tout le monde fait ça, dans 10 ans, les maths, elles n'existent plus. Donc, en karaté ou dans vos disciplines, c'est exactement la même chose. Surtout si vous avez des disciplines
associer. Si vous êtes des petits groupements au sein de fédérations, des petits groupements qui ont parfois une identité qui est hyper forte et hyper intéressante, moi je le vois tout à fait en formation. Quand j'ai des karatékas au milieu de personnes qui vont faire du Vovinam ou qui vont faire du ninjutsu, ce genre de choses, mais c'est hyper intéressant parce que des petites structures apprennent encore énormément l'histoire, les tenants et les aboutissants des disciplines, là où souvent les karatékas sont aux fraises. Et attention, accrochez-vous bien, la plupart du temps, lorsque je demande qui est dans le portrait du maître, ben voilà, en l'occurrence ici, hop, voilà, ici, genre qui est dans le portrait du maître, on m'a déjà dit, non pas maître Funakoshi, on m'a déjà dit que c'était maître Panakoshi. Intéressant, n'est-ce pas? On m'a déjà donné tout et n'importe quoi comme définition au fil des années. Moi, parfois, je suis obligé de m'asseoir, parce qu'il y a des petits vertiges qui arrivent. Quand on me donne ce genre de réponse, je me rends compte que la transmission n'y est pas et que l'élève, de toute façon, n'a pas forcément envie de s'instruire, n'a pas forcément envie de comprendre ce qu'il fait. Il ne comprend pas pourquoi il salue, il ne comprend pas qui il salue, il ne comprend pas. Et voilà. Et des personnes qui sont venues en formation pour ouvrir une école et qui vont enseigner avec ce manque de connaissances. Donc, il y a un problème structurel organisationnel, mais qui est de toute façon une structure administrative. Donc, eux n'ont pas le regard, ils ne doivent pas avoir ce regard-là. Eux, ils vont juste faciliter les échanges. C'est à tout à chacun de conserver cette on va dire, valeur traditionnelle martiale des origines identitaires, ethniques, culturelles, historiques, martiales, des disciplines. Moi, je me rends compte chaque année en formation. Donc, votre mission, déjà, c'est d'essayer de vous tenir au niveau et essayer aussi, pendant vos cours, de faire cet enseignement-là, théorique, historique, culturel, philosophique. Ne pas faire que des techniques. En karaté, ce serait dramatique en cours de ne faire que des coups de poing, des coups de pied, des travails par deux, des katas, des machins. Non, mais elle est où l'histoire? Elle est où la compréhension? Est-ce qu'un jour vous êtes arrivé avec des livres pour expliquer aux gens? Est-ce que vous êtes arrivé avec des parchemins, avec des impressions de certaines choses, avec des diagrammes, avec des généalogies pour expliquer à vos élèves? Est-ce que vos élèves ont déjà dû remplir des petites fiches comme ça? Tiens, aujourd'hui, on va faire un petit test, un petit truc. Posez-vous ces questions-là. Parce qu'on est quand même dans des écoles d'arts martiaux où les personnes sont censées repartir avec une certaine connaissance. Et cette connaissance, il faut pouvoir leur transmettre. Donc aujourd'hui, on a quand même heureusement plein d'outils et vos écoles de formation sont censées pouvoir vous délivrer tous ces outils-là pour que vous puissiez faciliter ces échanges. Mais ne tient qu'à vous à faire cet enseignement-là purement théorique et philosophique et historique. Ensuite, ne pas se couper de l'intégralité du spectre de vos disciplines. Parce que si vous coupez une partie de ce qu'est, par exemple, en ce qui me concerne le karaté, les élèves qui n'en comprendront encore une fois qu'une partie, qui eux ne prendront qu'une seule partie de ce que vous leur avez donné et qui deviendront enseignants, vont se couper de plus en plus de ce qui existe. Donc, voilà, la remédiation, elle est là. Vous l'avez entre les mains et n'oubliez pas que de toute façon, parce qu'il y a un message derrière, vous savez, il y a toujours eu ce message. Les personnes se masquent un petit peu derrière. Oui, mais plus il y a de personnes qui pratiquent, et plus parmi toutes ces personnes, il y a des passionnés qui vont remonter à la source. Donc, avoir une petite école avec 10 passionnés, une école qui est hyper, on va dire, traditionnelle dans ses origines et dans ses transmissions. Et donc 10 élèves qui vont parfaitement connaître les tenants et les aboutissants de la discipline. Ou faire un énorme lissage, avoir des milliers de pratiquants qui finalement ne connaîtront qu'une toute petite partie de ce qu'est la discipline. Mais parmi ces milliers, même s'il n'y a que 10% qui s'intéressent, ce sera toujours 100 pratiquants qui vont s'intéresser et qui vont se passionner et qui pourront peut-être maintenir en vie la discipline. Donc ça, c'est aussi la philosophie des dojos de Keiyo quand ils font à la fois des traditions pour préserver à Keiyo les origines de la tradition de maître Funakoshi, le Shotokan, et aussi du sportif vers la WKF pour avoir des résultats en compétition. Donc, ils partent du principe qu'ils ont évidemment beaucoup plus de personnes qui sont dans les dojos de compétition, mais si parmi eux, il y a des gars qui sont intéressés et des filles qui sont passionnées, elles vont remonter à la source et ce sera toujours ça de prix. Donc vous voyez, on a un petit peu de philosophie. Moi, la mienne, elle est très claire. À partir du moment où vous êtes dans un dojo, par exemple, en ce qui me concerne, de Shotokan, Shotokan, c'est la maison de Shoto, c'est la maison de maître Funakoshi, c'est donc l'apprentissage de maître Funakoshi. Je ne suis pas là pour apprendre les dérives qui ont eu lieu après. C'est-à-dire quand cette discipline est passée petit à petit en dehors des frontières. Moi, je ne veux pas de l'apprentissage de maître Kazeo, de maître Kanazawa, de maître Shima. Je veux l'origine de maître Funakoshi. Sinon, je ferai du Kazea. Sinon, je ferai autre chose.
Si je fais du Shotokan, pour moi, je dois parler des origines de Maître Funakoshi et pas forcément d'autres choses. Je dois respecter ça. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas connaître le reste. Mais dans ma transmission, ça va être mon axe de travail. Et je ne vais pas tordre ou changer les choses à ma guise. On n'est pas des créateurs, on est des passeurs. On ne doit rien changer, on ne doit rien créer. On doit avoir des connaissances à transmettre telles quelles aux élèves, en essayant d'être le plus complet possible. Et à partir du moment où on commence à changer des choses, on ne transmet plus. Si je commence à changer des choses selon mon point de vue, je ne vais plus transmettre du Shotokan, je vais transmettre du Cyril, d'accord, et pas du Funakoshi. Donc, ça va être pour vous primordial de respecter les origines. Et d'ailleurs, ça fait partie des préceptes. Makoto no Michi Maoru Koto, le deuxième précepte du Dojo-kun, qui est juste derrière moi, c'est ça. C'est véritablement respecter l'affiliation, la voie, être fidèle dans sa transmission et dans sa perception des choses. Donc ça, c'est aussi les fondamentaux. Vous ne devez pas modifier les choses. Quand je vois qu'il existe des karatés de rue, des karatés, tout ce que vous voulez, parce qu'on vient bouffer un petit peu du côté du craft, du penchak et j'en passe, parce que c'est populaire et que ça va amener des adhérents, n'appelez plus ça ni Shotokan, ni karaté, ni quoi que ce soit, puisque on va déformer la discipline. Donc appelez ça autre chose. Si vous faites votre style, si vous avez déformé, appelez ça autrement. Mais n'appelez pas ça Shotokan. Shotokan, c'est ce qu'a voulu faire Maître Funakoshi. Si vous avez créé quelque chose, une méthode, je ne sais pas moi, pour peindre, et que vous dites, ok, moi il n'y aura pas de rose, il n'y aura pas de bleu, il y aura pas, c'est ma méthode, c'est comme ça, je l'ai appelé comme ça me correspond. Et que vous avez des élèves, et qui, dans 2 ans, vont commencer à mettre les couleurs que vous ne vouliez pas en disant que c'est votre discipline, vous allez dire, ils sont fous. C'est pas moi, c'est vous. Funakoshi, c'est ça. Il doit parfois se retourner dans sa tombe en se disant, mais quelqu'un vient d'utiliser mon nom pour se justifier d'une pratique qui n'est absolument pas la mienne, avec des dérives. Et avec un manque de connaissance de ce que lui, il a voulu mettre dans les origines de sa compilation. Lui-même a déjà fait ce lissage, cette uniformisation. Faut être conscient que c'est ce qui fait lui, c'est pas forcément le karaté de source, d'origine, c'est pas le karaté d'Okinawa, c'est un karaté qui compile beaucoup de choses pour les Japonais et petit à petit qui est passé en dehors des frontières. Mais voilà, si vous faites du Shotokan, c'est malheureusement, pour vous, si vous vouliez faire du karaté d'Okinawa, c'est pas le karaté qu'il faut pratiquer ou enseigner, parce que le Shotokan, ça reste quand même le karaté de Maître Funakoshi. Donc il faut être très pragmatique sur la timeline. Vous savez, le karaté, on se met sous couvert que ouais, le karaté c'est un art vivant. C'est un art vivant, pourquoi? Parce qu'on n'arrête pas de l'uniformiser, en fait. On n'arrête pas de dire, le karaté d'Okinawa, hop, on lisse, on va faire ça. Puis le karaté de Funakoshi, on lisse, puis on va faire ça. Puis maintenant, le karaté de Maître Kazé, et voilà, on lisse, on va faire ça. Et petit à petit, et ça en l'espace de même 50 piges, on va lisser tout ce qui passe. Imaginez dans 50 ou dans 100 ans, on sera dans un énorme bloubi-boulga. Donc, sous couvert de se dire, le karaté est un art vivant, c'est quand même une énorme façon de se justifier de, ouais, mais le karaté, on fait quand même un petit peu tout et n'importe quoi, il y a à boire, à manger, mais comme c'est des adhérents et comme c'est des gens qui payent, comme c'est des gens à qui on a donné des grades, faut quand même les respecter. Donc on va leur donner une certaine forme de légitimité. C'est aussi pour ça que le karaté a autant de mal à être olympique. Moi j'en discutais avec Maître Nagura, qui est, certes, vous le savez qui il est par rapport à moi, il est dans le cadre qui est juste derrière, au sein de Keiyo, puisque c'était le responsable de la commission des grades lorsque j'ai passé mon grade au Japon. Mais pas que, c'est aussi le secrétaire général de la Fédération mondiale, affilié et attaché à la mission de faire rentrer le karaté dans l'olympisme. Donc j'ai souvent discuté avec lui quand il venait à Paris, après avoir vu Francis Didier, on s'appelait et on allait déjeuner ensemble. Et de là, les échanges sont passionnants parce que il m'expliquait toutes ces barrières qui existent entre le fait que le karaté existe et le fait qu'il doit être olympique. Et pourquoi il l'était et pourquoi il ne l'était plus. Voilà, parce qu'il y a tellement de lissage et d'uniformisation, il y a tellement de petites écoles, il faut tellement désormais plaire à tout le monde alors qu'ils pratiquent tous différemment, que pour uniformiser un style et le présenter au grand public, ça présente un problème majeur. Donc on peut dire que c'est parce qu'il y a telle ou telle discipline qui sont rentrées dans l'olympisme et qui sont plus vendeuses. Le vrai problème, il n'est pas là. Donc, un jour, on en parlera, on en fera peut-être un petit tuto, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est pas le sujet. Mais pour vous dire que ce lissage est dommageable. Sur le long terme, il est extrêmement dommageable. Donc, ne tient qu'à vous de respecter ça, de respecter la discipline, de respecter sa transmission et d'essayer de le faire de manière le plus complète, avec toutes les formes d'apprentissage. La seule chose, le seul point sur lequel on peut nous amener notre vision, notre perception, c'est dans la pédagogie. Parce que là, la pédagogie, c'est quelque chose qui nous est propre.
on a différentes façons d'expliquer les choses. La pédagogie, c'est différents outils, différentes méthodes qui peuvent nous aider et nous faciliter dans la compréhension et les transmissions, mais aussi dans notre identité. Il y a des choses qu'on aime bien faire, des choses voilà, qu'on souhaite amener de cette façon-là, mais le sujet de fond, il ne doit pas changer, on ne doit pas modifier les choses. Voilà, donc la pédagogie, ça va vous permettre. C'est pour ça que l'école de formation est aussi très intéressante, parce que vous avez des outils variés pour savoir comment transmettre une chose et quel est le meilleur outil qui va aider à la compréhension. Donc là, pour le coup, vous avez une très grande latitude. Une latitude qui n'existe pas lorsqu'il s'agit de l'histoire, de ce qu'est l'identité de votre discipline. Vous ne pouvez pas y toucher. Donc, vous avez les clés en main. Désormais, ne tient qu'à vous de transmettre le mieux possible. Alors c'est du boulot, on est d'accord. Il y a parfois des dérives et justement, on va entamer une petite série de tutos à venir la semaine prochaine et les semaines qui viennent sur certaines dérives. On va parler des grades, du prix des grades, on va parler de grades frauduleux, on va parler de diplômes qui peuvent exister, on va parler d'ego, on va parler de beaucoup de choses qui vont être extrêmement salées. On va marcher sur des œufs, on va ouvrir un petit peu la boîte de Pandore. Accrochez-vous parce que la fin de l'année va être musclée. Allez, portez-vous bien, ciao!